Bienvenue si vous êtes avec nous sur Mikuba. Mesdames, Messieurs, voici les principaux titres. À la une de l'actualité, début ce lundi 11 mai du procès opposant le ministère public à Vital Kamerhe et deux de ses co-accusés. Ces prévenus sont poursuivis pour détournement de fonds alloués au programme de 100 jours du chef de l'État. Cette première audience publique s'est déroulée à la prison de Makala. Également dans l'actualité, les conditions de vie des agents confinés dans les entreprises minières au Lualaba préoccupent le gouvernement de la République. Les ministres nationaux de l'Emploi et Prévoyance sociale ainsi que celui des Mines séjournent à Kolwezi pour s'imprégner de la situation. Voilà les titres. L'équipe des ripostes contre le coronavirus en République démocratique du Congo a rapporté ce lundi 11 mai 2020 78 nouveaux cas de la maladie. D'après ce bulletin, sur les 78 nouveaux cas, 62 sont de Kinshasa et 16 du Congo central. À en croire le comité de riposte, 747 patients sont en bonne évolution, 461 cas suspects en cours d'investigation. Le cumul est de 1102 cas confirmés de coronavirus, dont 1032 à Kinshasa. La première audience du procès Vital Kamerhe et ses co-accusés s'est tenue ce lundi 11 mai à la prison de Makala. Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État, est accusé d'avoir détourné des dizaines de millions de dollars américains dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. C'est un commentaire signé d'Orsam Teb. Le procès tant attendu du directeur des cabinets de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et co-accusé, a bel et bien débuté ce lundi 11 mai comme prévu. L'audience de ce lundi a consisté notamment à l'identification des prévenus. Le dossier concerne deux marchés publics entre le gouvernement congolais et deux sociétés de l'entrepreneur libanais Sami Jamal, représentant en RDC de la société des constructions turque Carbode. 3 personnes sont accusées: Sami Jamal, Jano Mouima, chargé des services import et export de la présidence, et également Vital Kamerhe qui agissait comme principal ordonnateur des dépenses. En chemise jaune et bleue, barbe blanche, Vital Kamerhe est apparu pour la première fois dans cette tenue bien connue des détenus de la prison de Makala. Kamerhe est accusé d'avoir surfacturé les marchés des constructions des maisons préfabriquées du programme des 100 jours. Il est également accusé de blanchiment d'argent et de détournement des deniers publics dans le cadre de ce même programme d'urgence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vital Kamerhe a dans sa brève déposition insisté sur le fait qu'il n'a pas été seul à superviser les travaux des 100 jours. Il y avait toute une équipe, en niant tout contact avec son co-accusé, le Libanais Jamal Sami, dans le cadre de ce programme. Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais le document, il est là. Lisez-le. Il y avait M. Vital Kamerhe, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yav, directeur ministère des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait les représentants de la primature. Il y avait tout ça. Donc vous étiez 9 au total. 9 au total. 9. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on ne voit que Kamerhe... assurée par qui? Pardon? Qui a assuré la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur général, chef de l'État. Merci. Voilà. Je vais vous asseoir. Est-ce que vous connaissez M. Sami Jamal, qui est à votre droite? Le connaître, je vais le connaître pour... À quel titre? Vous tous les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui les concerne, vous n'avez plus d'idée? J'ai dit non. Non. Voilà. Le tribunal de grande instance de Kinshasa, après la cour d'appel de la Gombe, a renvoyé la cause sous examen au 25 mai. Ce renvoi fait suite à la demande introduite par les avocats de la défense pour permettre d'accéder à un certain nombre d'éléments. La poursuite de l'instruction du procès est donc pour ce 25 mai.
La Ligue des femmes PPRD Fédération du Lualaba met en garde l'évêque Mukuna, auteur de la plainte contre Joseph Kabila, président honoraire de la RDC. Dans leur message, ces femmes exhortent le président de l'éveil patriotique à ne pas jouer avec le feu. PPRD, viva, 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 viva Joseph Kabila, président national, Aza, Azali, Pea Kozala, Bisope, Toza, Tozali, Peto Kozala, Elomonaye, Nazambe. Ligue des femmes, Fédération PPRD du Lualaba ont suivi avec indignation les équilibrations d'un pseudo-évêque dénommé Mukuna sur certaines chaînes de Kinshasa. Le camarade de Joseph Kabila Kabange a une armée de femmes leaders derrière lui au Lualaba. S'en prendre à lui, c'est s'en prendre aux femmes PPRD du Lualaba. Nous exhortons M. Mukuna de ne pas jouer avec le feu. Ligue des femmes, Fédération du Lualaba. Situation des agents confinés. La ministre d'État, ministre national de l'Emploi et Prévoyance sociale Néné Nkoulou, accompagnée du ministre national des Mines Willy Kitobo, séjourne à Kolwezi depuis le dimanche 10 mai. Le but de leur mission est de faire la lumière sur la situation des agents confinés dans certaines entreprises minières de la province. Teddy Dizamba était dans leur suite. La délégation envoyée par le gouvernement central est arrivée ce dimanche 10 mai dans la province du Lualaba. Cette équipe, composée du ministre national des Mines Willy Kitobo et de la ministre d'État, ministre de l'Emploi et de la Prévoyance sociale Néné Nkoulou, ont pour mission d'examiner la situation du confinement de certains travailleurs dans quelques entreprises minières du Lualaba. Accueillie ce lundi matin par le gouverneur de la province Richard Mouyej, une séance de travail a été organisée dans la salle de conférence de l'hôtel Moon Palace. La délégation s'est ensuite rendue à l'hôtel du gouvernorat où elle s'est entretenue avec les représentants des différents syndicats. Au cours de leurs échanges, l'amélioration des conditions de travail en cette période de Covid-19, mais également l'intégration du comité intersyndical dans l'équipe provinciale de riposte. Nous pouvons citer une mauvaise restauration, une mauvaise condition d'hébergement, un manque de sanitaire, une exagération et une illimitation du nombre de jours de confinement, 90 jours et plus. Alors nous devons privilégier le dialogue social, travailleurs, employeurs et exécutifs, afin de préserver la paix sociale. Nous en avons besoin. L'équipe a aussi effectué une visite d'inspection à la compagnie minière de Moussonoy, Comus, afin de s'imprégner de la réalité sur le terrain. Sur place, le ministre de Mines et la ministre d'État, ministre de la Prévoyance sociale, ont visité l'endroit où sont logés les agents confinés. La ministre d'État a reçu des rapports qui détaillent qu'il y a des confinements avec de mauvaises conditions, mauvaise restauration. Bon, nous avions décidé, donc après avoir entendu les plaintes des syndicalistes, le rapport de la commission qui a travaillé au gouvernement, de venir voir un peu les quelques sociétés qui étaient citées, telles que Comus. La plupart des sociétés, la première déjà qu'on visite, les conditions sont du moins un peu acceptables. Si on considère que cela a été fait de manière urgente et dans une période un peu spéciale. Mais des conditions que nous allons voir dans quel sens, sur 2-3 petites choses que nous avons vues, comment on peut les améliorer. La délégation a promis d'inspecter également plusieurs autres entreprises afin d'y faire respecter les conditions de vie des agents en confinement. Dans le cadre de la prévention et la riposte au Covid-19 au Lualaba, le gouvernement provincial ménage plus d'efforts, raison pour laquelle l'équipe des ripostes s'est rendue ce lundi 11 mai au site qui devront accueillir les personnes atteintes du coronavirus au cas où il y en aura. La commission Hoche a débuté sa tournée par la clinique Gécamine, lieu aménagé pour recevoir les cas confirmés du nouveau coronavirus. Cette délégation a une tâche spécifique dans la riposte, celle liée à l'hygiène, l'eau et l'assainissement. L'équipe s'est imprégnée du bâtiment nouvellement réhabilité par les gouvernements provinciaux du Lualaba. Nous voulons voir la faisabilité par rapport à Hoche. Hoche joue un très grand rôle. Nous voulons voir où est-ce que nous allons placer l'endroit d'élimination. Nous voulons voir où est-ce que nous allons stocker ce qui est déjà usagé. Nous voulons voir l'entrée et la sortie et comment conditionner ce qui doit être faisable.
Après la visite d'inspection de la bâtisse, la commission estime qu'elle pourra bien œuvrer, bien qu'il reste encore quelques mises au point, a ajouté Dr Tim, vice-président de ce groupe. À ce niveau, on peut faire quelque chose. C'est pourquoi on est venu d'une façon urgente, voir ce qu'on peut faire urgemment au moment où on aurait un cas pour qu'on arrive à bien gérer. Chaque commission se retrouve sans difficulté. C'est par le site 60 maisons du quartier Kanina que s'est clôturée la visite d'inspection, lieu prévu pour accueillir tous les cas suspects pour une période d'observation. On parle économie cette fois avant de changer des chapitres. La dépréciation de la monnaie nationale, c'est-à-dire le franc congolais, s'est fait sentir depuis le début de l'année 2020 en RDC. Cette situation est due à plusieurs réalités. C'est notamment l'apparition du Covid-19 au pays. Quelles sont les pistes de sortie des crises? Les détails dans ce récit de Raymond Mamba. L'instabilité remarquable de cours d'échange en République démocratique du Congo est causée par plusieurs facteurs. C'est notamment la pandémie du Covid-19 qui frappe les pays depuis le 10 mars dernier. Un dollar américain est passé de 1600 à 1800, voire même 1900 francs congolais. Cette situation fragilise plusieurs activités sur le marché congolais. Plusieurs articles ont haussé des prix. Il y a déjà d'autres endroits là où le ciment coûte 22 000 francs le sac, d'autres 20 000 francs, et là on a dit non, je vais augmenter. Mais il va augmenter pourquoi? Même si aujourd'hui il y a hausse de prix, lui son prix était de 20 000, 18 000. Il veut augmenter pourquoi? Parce qu'il croit que tout le monde a augmenté. Non, quand quelqu'un a fait entrer un stock, le service de l'économie est informé, il sait à quel prix et à quel coût il a amené son stock et il sait quel prix il doit fixer. Le service de l'économie est informé, le ministère de l'économie est informé. Quand on est en train de figer les activités des restaurants, des hôtels, ceci, cela, on fige ça, c'est qu'on vient de réduire une partie de la production, ça veut dire du PIB. Et quand on réduit la production, il y a une certaine rareté qui se crée sur les marchés. Quand l'offre devient plus petite que la demande, ce qui va s'en suivre, c'est la hausse des prix. Or, la hausse des prix, c'est ce que les économistes appellent l'inflation. Or, de l'inflation découle la dépréciation monétaire, ça veut dire la perte de la valeur d'une monnaie. L'augmentation de la production à court, moyen et long terme figure parmi les pistes de solutions. La monnaie que nous avons aujourd'hui sont des monnaies fiduciaires, monnaies de confiance. La confiance, c'est que chaque fois que vous avez 1000 francs dans votre poche, vous vous dites « j'ai 1000 francs dans la production du Congo ». Mais si la production n'est pas là, c'est que c'est un papier vide. Nous avons d'abord augmenté la production. La monnaie locale subit une dépréciation vertigineuse face au dollar américain. L'implication des autorités politico-administratives du pays est attendue pour une sortie de crise. L'arrestation de 8 policiers présumés bandits ayant opéré dans la nuit du 29 au 30 avril dernier au quartier Jolicite. Les organisations de la société civile membres du cadre des concertations provinciales se sont réunies le samedi 9 mai pour analyser la question. Dans leur rapport lu ce lundi, elles félicitent les décideurs ainsi que les services de sécurité. Oscar Kalambay pour ample détail. C'est le président provincial du cadre de concertation qui a lu ce communiqué de presse où le représentant de la population salue la bravoure du gouvernement provincial pour son implication dans la traque des criminels tout en félicitant les responsables de la police pour le travail abattu. Shadrach Moukad souligne que la population du Lualaba sait enfin qui est son bourreau. Il ne s'agit pas, comme on a l'habitude de lui faire croire, des hommes habillés en uniforme de policiers, mais il s'agit bel et bien des policiers qui opèrent, tuent et pillent les paisibles citoyens. La société civile demande à ce que les peines sévères soient prononcées à l'endroit des coupables et complices. Nous exigeons donc plus de transparence au niveau de la justice, des audiences médiatisées pour que la population connaisse ces tueurs et leurs commanditaires. Pour les organisations de la société civile, inviter la population à avoir confiance aux hommes en uniforme ne suffit pas, mais que ces services accomplissent leurs devoirs envers l'État et le peuple. Ceci éviterait la création des mouvements rebelles qui pourront naître des mécontentements de la population. Certains groupes de jeunes qui se sont mobilisés pour la défense de leur quartier contre la criminalité commencent à faire recours à des vertus fétichistes ou magiques d'autodéfense. À l'allure où vont les choses, ces mouvements sont à décourager le plus tôt possible. Certaines recommandations ont été formulées à l'endroit des décideurs. Tenir compte du profil et de la probité avant de placer une personne à de grandes responsabilités
surtout en matière de sécurité. L'interpellation des agents de la Sofibank qui serait en lien avec les crimes de la nuit du 29 au 30 avril 2020 au quartier Jolicite. Saisissant de l'occasion, le cadre de concertation attire l'attention des autorités sur la présence des 2 bataillons des FARDC dans la province. Il y a crainte qu'en cas de crimes qui seraient commis par les militaires, les 2 bataillons se rejettent un jour la responsabilité. La société civile invite la population à rester vigilante et à soutenir les responsables honnêtes. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir regardé ce journal. Merci à Raymond Mamba, chef d'édition. Restez en compagnie des programmes de Mukuba Télévision.